RCF. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle émission consacrée aux législatives aujourd'hui, 25 minutes ensemble pour évoquer le programme d'un candidat, d'un mouvement ou d'un parti en lice pour les élections des 11 et 18 juin prochains dans l'Allier. Une émission co-animée entre Radio Coquelicot et RCF Allier avec la présence de Juliette Moyer. Bonjour Juliette. Bonjour Jonathan. Aujourd'hui notre invité est Ahmed Glamala, investi sous l'étiquette de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, a notamment été représenté à l'élection présidentielle par François Asselineau et qui a donc vocation à rassembler droite et gauche. La question de l'Europe est prédominante dans les débats menés par l'UPR, avec d'ailleurs un mot qui est beaucoup ressorti, c'est le Frexit. L'UPR est investi sur toutes les circonscriptions de l'Allier, Asna Domecq sur Moulins, Céline Domanger sur Montluçon et donc Ahmed Glamala sur Vichy. Bonjour à vous Ahmed. Bonjour. L'UPR se décrit comme un mouvement grandissant qui a gagné énormément de fidèles pour les présidentielles. Asselineau s'en est même félicité. Vous êtes dans les premiers partis de France à investir le plus grand nombre de candidats pour les législatives. Est-ce pour autant suffisant pour gagner une circonscription ? Ça, je ne peux pas vous le dire maintenant parce qu'il ne faut pas abattre l'ours, n'est-ce pas ? Et on en parlera, si vous voulez bien, le lendemain du premier tour. En tout cas, il y a quand même des ambitions. Nous avons des ambitions, sinon nous ne serions pas présentés aussi nombreux dans pratiquement toutes les circonscriptions de France et d'outre-mer. Alors des ambitions pour un parti qui a été fondé en 2007, qui présente aujourd'hui 574 candidats à la députation, et si 50 de ces candidats fait plus de 1% des voix au premier tour, eh bien le parti serait éligible au financement public, ce qui pour vous aussi serait une façon d'avoir une reconnaissance. Absolument. Je n'aurai pas de pudeur, donc je discuterai volontiers de ce point. Cela nous ouvrirait vraiment le droit au financement public, ce qui nous permettra une assise politique et d'assurer notre développement futur. Ahmed Glamala, les 3 circonscriptions de l'Allier sont couvertes. Qu'est-ce qui peut séduire ? On va parler des mesures, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui peut séduire les citoyens de l'Allier ? Qu'est-ce qui peut les pousser à voter pour vous ? Les électeurs qui nous connaissent, je pense qu'ils nous resteront fidèles. Et nous avons pour objectif d'en attirer de nouveau. Qu'est-ce qui peut les séduire ? Notre discours franc, loyal, et nous annonçons la couleur. Pour nous, c'est la souveraineté nationale et donc le Frexit. Donc des thèmes qui sont quand même assez nationaux, voire internationaux, européens. Est-ce qu'il y a tout de même des lignes plus locales dans votre programme ? Est-ce que vous visez aussi à vraiment établir un programme juste, un programme précis sur ce territoire de l'Allier, et notamment de Vichy, puisque vous le représentez ? Alors, il y a 2 choses dans votre question. La première, c'est que je vais parler d'un point très important de notre programme, c'est on va mettre fin à la régionalisation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Donc on reviendra sur la loi NOTRe. C'est-à-dire plus de grandes régions, c'est ça ? Il n'y aura plus de grandes régions. On va revenir à la situation antérieure du temps de Pompidou, c'est-à-dire une structure régionale légère qui aura un rôle davantage consultatif qu'exécutif. Voilà. C'est-à-dire que vous privilégiez quoi ? Les départements, les communautés de communes, les communes ? Nous reviendrons à la situation initiale qui a fait ses preuves, à savoir la commune, le département et l'État. Donc ça veut dire plus de communautés de communes, plus de régions. C'est l'idée. Alors, vous disiez, Jonathan, il y a quelques instants, que justement, il y avait de la part des candidats un engagement sur la défense du Frexit ainsi que la défense de la souveraineté nationale. D'ailleurs, en tant que candidat, Ahmed Glamala, vous avez signé une charte. Cependant, il est toléré en tout cas, qu'il y ait des divergences sur les sujets sociétaux et environnementaux. C'est-à-dire que c'est un parti plutôt ouvert, l'Union populaire et républicaine, pour ces thématiques-là ? C'est une question de hiérarchie des priorités. Aujourd'hui, toutes les manettes sont transférées à Bruxelles, donc, ou à Francfort, ou aux États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Donc, le plus important, c'est de recouvrer notre souveraineté nationale, notre indépendance, pour retrouver les manettes et appliquer la politique dont les Français, nous le croyons, ont besoin.
Alors on va commencer à rentrer un peu de plein pied dans le programme avec un premier sujet, un grand sujet quand même pour à la fois la localité et à la fois pour l'UPR, c'est celui qui touche à la ruralité, l'agriculture, et notamment une idée de l'UPR, de François Asselineau, de remplacer la PAC par une politique nationale agricole. Ça c'est une idée aussi que le Front National a développée, entre autres pour les agriculteurs locaux de l'allier. Qu'est-ce que ça va changer de passer de ce qu'on pourrait appeler la PAC à la PNA ? Je pense que ça ne changera strictement rien. Si vous me permettez une digression, hier j'ai assisté à une réunion organisée par un syndicat paysan très connu et on a écouté les paysans et la question de la PAC revenait sans arrêt sur le tapis. Or, il apparaît que des subventions de la PAC n'ont pas été versées depuis 2015. On a entendu des paysans se plaindre. Alors, ils invoquent plusieurs raisons à cela. Je ne peux pas entrer dans les détails maintenant, le temps nous est mesuré, bien sûr. Mais ce que l'UPR fera, c'est qu'on remplacera la PAC par la politique agricole française, sans que les paysans y perdent. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, la France est un pays contributeur net à l'Union européenne. Nous donnons quelque chose comme 24 milliards par an et il nous est ristourné, ces 24 milliards, il nous revient 14. Donc il y en a à peu près 8 milliards qui sont perdus dans la nature, qui servent à autre chose, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Donc en termes budgétaires, c'est un coût nul pour la France. Et au contraire, les 8 milliards que nous donnons en pure perte pourront être employés à autre chose. Et autre chose, c'est quoi ? Par exemple, concrètement, sur le territoire de l'Allier, comment soutenir ces paysans que vous êtes allés voir il y a quelques jours ? Cela dépend d'abord si vous avez consulté notre programme, vous y aurez certainement constaté un chapitre à agriculture, j'en ai longuement parlé hier. Donc, effectivement, il y a un problème de ruralité très grave qui est la désertification. Je veux dire, l'agriculture, bien sûr que tout le monde connaît, mais il y a la désertification rurale. Elle est due à quoi, cette désertification rurale ? Elle est due à la concentration de terres, due elle-même à la productivité sans fin qui est dictée par les traités. Donc, on s'agrandit pour pouvoir investir, amortir le matériel, et les prix ne cessent de chuter. Vous le savez, exactement comme les travailleurs, les paysans du monde entier sont mis en concurrence. Et jamais nous ne lutterons contre les Kenyans, contre les Philippins, les Marocains, etc. Donc, et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la libre circulation des biens et des marchandises et des êtres, et de la concurrence libre et non faussée. C'est absurde. Ça n'existe que dans le cadre de l'Union européenne. Mais les autres pays protègent leur agriculture, les autres pays protègent leur production. Je ne parlerai pas de la Chine, je parle même des États-Unis eux-mêmes qui passent pour les champions du libéralisme, ils sont protecteurs. Vous dans le programme, l'UPR souhaite aider les jeunes agriculteurs à s'installer pour lutter contre cette désertification. Donc du coup, ça passerait par ce budget, notamment ces 8 milliards d'euros qui seraient là ? Entre autres. D'accord. Entre autres, effectivement, nous estimons que l'agriculture peut être créatrice d'emplois, justement par l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs, à la condition qu'ils s'engagent dans une agriculture familiale. Alors, on reste sur l'agriculture. Sur le programme, il y a une ligne qui est définie comme ça, définir un nouveau modèle pour l'agriculture française. Oui. Voilà, qu'est-ce que ça signifie ? Parce que la phrase, sans explication, ça reste un peu léger. Qu'est-ce que ça veut dire un nouveau modèle pour l'agriculture française ? C'est-à-dire, on va sortir du productivisme, nous allons favoriser les terroirs, et avec objectif d'atteindre, ou de tout au moins s'approcher de l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'on passe par la permaculture, par l'agroforesterie ? Je veux dire, il y a l'agriculture, c'est plusieurs éléments. Donc, il y a l'agriculture intensive exportatrice, mais il y a aussi la permaculture, il y a l'agriculture, comment on appelle ça, j'oublie, la permaculture, vous l'avez cité. Et donc, tout cela doit pouvoir coexister. Donc, nous ne sommes pas des ayatollahs, on ne veut pas... Et voilà, notre rôle, justement, est de permettre à ce type de culture alternative, je dirais, d'être viable. Voilà. Alors,
une précision aussi, surtout sur ce sujet, au moins une petite précision par rapport au programme. Vous voulez créer AgriDistrib, c'est un outil internet qui permettra de connecter les producteurs et les plateformes de distribution locales entre eux et donc de créer un espèce de marché local. Donc là, en supprimant les intermédiaires. Je ne dirais pas qu'on va supprimer les intermédiaires, mais on va raccourcir les délais de distribution et donc de consommation. Et pour autant, les producteurs ou les agriculteurs vont y gagner. Je pense bien qu'ils vont y gagner à partir du moment où vous connaissez tous le problème dû au supermarché, les marges arrière, etc. Donc tous ces obstacles seront supprimés. Alors vous parliez de protectionnisme, de l'agriculture, savoir considérer notre territoire. De quelle façon justement pourriez-vous taxer finalement les produits qui viennent de l'étranger, une taxe verte sur l'importation de certains produits ? Entre autres, oui, là, vous avez prononcé le mot, effectivement, le mot taxe verte existe dans notre programme agricole et c'est ce que nous allons faire pour protéger justement les agriculteurs et les soustraire à la concurrence déloyale planétaire qui leur était imposée. Donc on va taxer effectivement les produits agricoles importés. Tous les produits agricoles ou ceux notamment qui feraient concurrence au marché français ? S'il existe des produits agricoles que nous ne produisons pas, je ne sais pas moi, je peux citer des fruits exotiques entre autres, donc il n'y a aucune raison pour qu'ils soient surtaxés ou qu'ils soient gênés. Mais ce que nous sommes capables de produire en France, nous le ferons. Et les produits importés qui correspondent à cela, ils seront taxés. Alors, autre sujet que nous allons aborder, on parle beaucoup d'Europe ou justement de Frexit vous concernant, mais par contre, vous avez l'intention de mettre en valeur, de renforcer la francophonie. Cette francophonie, pour votre parti, l'Union populaire républicaine, Ahmed Glamala, qu'est-ce que cela représente ? C'est très important. Moi, je pense que c'est l'avenir. Je ne sais pas si vous avez pris conscience des projections qui ont été faites il n'y a pas très longtemps, ça a été publié longtemps, c'est que l'essor du français est tel qu'à l'horizon de 40 ans, ça deviendrait la première langue mondiale, notamment grâce ou en vertu de la démographie en Afrique. Donc, c'est un atout pour nous, la francophonie. Et nous déplorons que le français perd du terrain partout, je vous le donne en mille, dans les pays de l'Union européenne. Nos représentants, les diplomates, tous ceux qui négocient pour nous, qui nous représentent dans les instances internationales, se refusent aujourd'hui à parler français, alors que la langue française est reconnue comme une langue internationale. C'est pour ça que vous demandez la création d'un parlement de la francophonie ? Voilà, c'est une des raisons. Et une autre raison, c'est que il faut bien réutiliser le Parlement européen qui est à Strasbourg, qui est un gouffre financier qui sert pratiquement la moitié du temps, voire moins, puisque nous avons 2 parlements. Et donc, on logera l'UNESCO dans le Parlement de Strasbourg, puisque à l'UNESCO, on peut plus pousser les murs, c'est devenu étroit. Et on récupérera les bâtiments de l'UNESCO pour faire justement un siège pour la francophonie, pour les représentants des pays francophones. Comment concrètement sur l'Allier, on sait qu'à Vichy, il y a le Cavilam, Alliance française, qui est présent, qui forme justement des jeunes et des moins jeunes à la langue française. On a aussi toute une présence autour de la francophonie. Comment est-ce que dans l'Allier, vous pourriez, en tant que futur député, faire vivre cette notion ? Alors, le Cavilam, il dépend du ministère des Affaires étrangères. Vous le savez peut-être, j'ai travaillé dans la coopération en Afrique, dans l'aide au développement en Afrique. Et une de mes missions était de détecter de futurs cadres et de les envoyer se perfectionner en stage en France, et entre autres au Cavilam. C'est là où on apprend le français, les pays par exemple lusophones, les pays anglophones, etc. Dans un premier temps, ils apprennent la langue, ils se familiarisent avec la langue, ils la maîtrisent parfois, à la suite de quoi ils pourront intégrer les instituts et les grandes écoles. Donc le Cavilam aura toute sa place, il sera peut-être même appelé à connaître un grand développement grâce à l'UPR. En tout cas, porté par la députation et aussi peut-être aidé, subventionné. Pourquoi on peut presque imaginer par les réserves parlementaires ? Vous pourriez imaginer ? Vous me posez une question un peu gênante, mais je vais pas me soustraire, je vais vous répondre. Je pense qu'un député a un rôle qui est fixé par la loi et la Constitution. Donc il doit contrôler la politique du gouvernement, donc l'exécutif, il doit voter les lois et en proposer.
Son rôle n'est pas de faire du saupoudrage comme on le constate sur la réserve parlementaire notamment, où son rôle n'est pas de transformer sa permanence en bureau d'aide sociale, comme on le voit partout. Donc, principalement ça. En revanche, aussi peut utiliser son influence, à supposer qu'il en ait, ma foi, pourquoi pas. D'accord. Bon, en tout cas, ça paraît clair. On parlait du Kavilam, ce qui m'amène à glisser sur un autre thème, celui de la jeunesse et de l'éducation. Vous voulez bâtir une école dite moderne, sereine, qui serait tournée vers l'avenir. Et on peut comprendre presque par là, différente de celle d'aujourd'hui. Ça ressemblerait à quoi, une école tournée vers l'avenir ? Alors, une école tournée vers... D'abord, l'école doit retrouver ses fondamentaux. Donc, apprendre à lire, à écrire et à compter. Des fondamentaux qui, selon vous, sont perdus aujourd'hui ? Absolument. Nous avons des écoles où les maîtres, aujourd'hui on appelle ça professeur des écoles, le mot me choque parce que mon père était instituteur, moi j'aime bien le mot instituteur. Et plus haut dans les collèges, des professeurs les malheureux sont devenus des animateurs, ce ne sont plus des gens, ils ne sont plus là pour transmettre un savoir, mais pour animer. Alors, c'est la première chose, donc retour aux fondamentaux. Deuxièmement, ouverte sur le monde, donc sur les cultures du monde, et non pas orientée exclusivement vers la sous-culture américaine. D'accord. Donc quand vous dites orientation sur les cultures du monde, c'est-à-dire qu'on pourrait voir quoi dans cette école ? Voir quel type d'enseignement ? On peut quel type d'enseignement ? D'abord, le nôtre. C'est très important que les enfants, les générations futures, connaissent l'histoire de leur pays, connaissent les monuments de leur pays, donc les auteurs de leur pays, mais aussi ceux du monde entier, et non pas telle ou telle partie précisément du monde, en l'occurrence celle qui nous domine culturellement aujourd'hui. D'accord, donc on l'a compris, surtout les États-Unis. Exactement. Vous voulez rendre attractif le métier d'enseignant. Et une première mesure, ça serait d'augmenter substantiellement la rémunération des étudiants, notamment en début de carrière. Est-ce que l'argent, ça doit être la seule carotte, finalement, pour attirer ces enseignants ? Non. Non. Il y a quelque chose qui s'appelle la vocation, qui aujourd'hui est résiduelle, malheureusement. Et donc la vocation, c'est un critère très important. Et si on accepte l'argent et le côté salarial du métier... Ça peut être un stimulant, mais mais c'est pas le plus important. Et comment on arrive à stimuler cette vocation ? La vocation, elle existe ou elle n'existe pas. D'accord ? Si elle existe, elle peut être encouragée par le salaire. D'accord, tout simplement. Ahmed Glamala, l'UPR propose, puisqu'on parlait justement des enseignants, en matière de service public, la nationalisation. D'ailleurs, vous listez les entreprises que vous souhaiteriez nationaliser. Dans quel but exactement ? Il y a des entreprises, on ne va pas tout nationaliser bien entendu, mais il y a des entreprises qui sont très importantes pour les Français, pour l'équilibre des territoires, que sont la Poste. La Poste, vous savez qu'elle est privatisée, mais pour l'instant, c'est l'État qui détient les capitaux, mais ça peut être mis du jour au lendemain sur le marché. La Poste, EDF, GDF, c'est très important que ces entreprises soient la propriété des Français et non pas de groupes internationaux ou de fonds de pension apatrides. Permettez-moi d'employer le mot. Et d'ailleurs, vous évoquez alors non seulement les services publics, mais aussi la lutte contre l'ubérisation. On a vu effectivement toutes les problématiques qui ont été posées avec cette ubérisation. Comment, là aussi, lutter contre finalement un phénomène de société qui s'implante de plus en plus ? Je pense que quand on dit un phénomène de société qui s'implante, on parle à l'indéfini. Or, c'est pas vrai, cela reflète une pensée politique qui est mise en action. Et cette pensée politique et économique, nous ne pourrons l'arrêter encore une fois, que lorsque nous serons devenus les maîtres chez nous. Donc de toute façon, quel que soit finalement le point de votre programme, il faut qu'il y ait un Frexit avant toute décision. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous hiérarchisons les priorités, donc les questions sociales et environnementales et autres, et sociétales dont vous parliez tout à l'heure. Pour l'instant, elles existent, c'est vrai, elles ne sont pas sans intérêt, mais nous considérons qu'elles sont secondaires pour l'instant. D'ailleurs, vous le dites très clairement, l'écologie ne peut être envisagée qu'avec une sortie de l'Europe. Bien entendu.
Je ne sais pas si vous êtes intéressé au vote des écologistes au Parlement européen. C'est ce qui est en tout cas noté sur votre programme, sur votre site internet. Après, vous ne serez pas à l'Assemblée, normalement, une majorité à l'UPR, ça devrait être plutôt réparti. Ce qui vous défendrez, bien sûr, le Frexit, mais il y aura quand même peu de chances d'arriver à le faire passer. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être aussi réfléchir à des propositions de programme ou à des idées sans passer par le Frexit. Ça dépend de quelle élection il s'agit. Pour les présidentielles, évidemment, le plus important, c'est le Frexit. Pour les législatives, alors nous avons un programme assez dense que vous connaissez, puisque vous avez puisé dedans avant de me poser des questions. Il y a des centaines d'idées. Si on va faire un tour sur votre site internet, on le verra. Moi, j'invite les auditeurs d'aller sur notre site upr.fr et de consulter. Voilà, et de consulter ce programme. Il y a tout ce que nous proposons de faire dans le cadre justement des législatives. Donc finalement, il n'y a pas besoin forcément de passer par un Frexit pour mettre en place des idées. Ça dépend de quelle élection il s'agit. On parle des législatives, là. Les législatives, bon, le Frexit, en revanche, des députés peuvent proposer des lois. Ça fait partie de leur rôle. On peut proposer des lois, on peut essayer de contrer des lois par des propositions d'autres lois. Voilà. Ahmed Glamala, il nous reste un peu plus de 4 minutes dans cet entretien et il semble que la culture et les associations soient quand même un sujet qui soit important pour l'UPR. Vous voulez augmenter les budgets alloués à la sauvegarde des monuments historiques, des œuvres d'art françaises. Vous voulez aussi redonner vie aux festivals artistiques, améliorer l'offre du chèque culture pour que le plus grand nombre en ait finalement accès. La culture, est-ce que c'est un pilier aujourd'hui ? Vous l'avez parlé de culture du monde tout à l'heure. Est-ce que pour vous, c'est un pilier aujourd'hui de la société française ? Et si ça ne l'est pas encore, comment vous allez faire pour que ça le devienne ? Je ne sais pas si c'est un pilier de la société française, mais c'est quelque chose qui est vraiment important, très important même, parce que notre conduite, notre façon de voir, notre même façon de considérer le monde est fondamentalement culturelle. Donc la culture est importante. Et il est important de soustraire le champ culturel à la marchandisation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc là, par exemple, renforcer les subventions de festivals de théâtre, festivals de cinéma, festivals de musique, de danse, d'art plastique, ça sera la première vitrine de la France, ces festivals, par exemple ? Oui, par exemple, nous proposons de nous approcher du festival du film africain de Ouagadougou, qui est très important. On n'en parle jamais, pourtant c'est très important. Vous avez des films extraordinaires qui sont projetés à ce festival, en français, francophone. Et qui est diffusé d'ailleurs dans Regard d'Afrique, qui était ici... et dont les Français n'entendent jamais parler, parce qu'ils sont abreuvés de séries télévisées américaines, je ne sais pas, moi, de festivals du film américain, et je vous passe le reste. En tout cas, les Français sont quand même friands de festivals en France. On le voit, les festivals fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent, je ne sais pas, je demanderai à voir. Il y en a qui fonctionnent, d'autres moins, et en tout cas, paraît-il, de moins en moins, puisqu'on en supprime pour des raisons budgétaires. Enfin, ils fonctionnent dans la limite des aides budgétaires, on est d'accord. Un autre sujet avec Juliette Moyer, il nous reste un peu plus de 2 minutes. Allez. Alors justement, il y a un sujet dont on parle beaucoup, c'est le handicap aussi. Le handicap a maintenant son secrétariat d'État. Comment ce handicap que vous portez d'ailleurs aussi dans vos propositions peut, sans sortir de l'Europe, être porté devant l'Assemblée nationale, Ahmed Glamala ? Là, vous me posez une colle parce que je ne suis pas versé dans cette affaire, je connais mal le dossier, mais je sais que dans notre programme, il y a un chapitre sur le handicap. Je ne peux que vous y renvoyer. Vous me prenez de court, voilà. En tout cas, il y a quand même la loi d'accessibilité de 2005 qui aujourd'hui est plus ou moins en stand-by, qui n'est pas mise en place complètement, il y a des retards. Est-ce que, en tant que député, vous essayerez peut-être aussi d'appuyer votre rôle, votre statut, pour accélérer une procédure ? Pourquoi pas ? Ça peut être envisagé ? Alors, je rappelle, l'UPR, dont vous appartenez, Ahmed Glamala, défend une nation libre de battre monnaie, de légiférer et de décider de sa défense. Ce sera peut-être là très rapidement ma dernière question, justement. La défense aujourd'hui est principale au cœur de l'action du gouvernement. Comment vous pourriez intervenir en tant que futur député ?
plusieurs choses. Vous connaissez notre position, les traités européens donc inféodent notre politique de défense à l'OTAN. C'est ce qui fait qu'on soit engagé dans des guerres illégales un peu partout. Je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez tous. La Libye, l'Afghanistan, la Syrie, demain l'Ukraine, voire aujourd'hui même l'Ukraine. Il nous reste 30 secondes. Pardon, donc c'est important. Donc nous allons augmenter de toute façon le budget de la défense nationale. On va renationaliser les entreprises qui fabriquaient des matériels destinés à notre défense qui ont été privatisés. Je pense en particulier au GIAT devenu Dexter et aujourd'hui qui est passé entre des mains étrangères. Voilà, c'est ça notre programme. Voilà. Merci à vous, Ahmed Glamala. On arrive au terme de notre entretien. Je le rappelle, vous êtes investi sous l'étiquette de l'UPR sur la circonscription de Vichy. L'UPR qui est également représenté sur Moulins par Asna Domecq et sur Montluçon par Céline Domanger. Les élections législatives, bien sûr, auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à Juliette Moyer de RCF Allier. Merci. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.